Bonjour, je suis Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Foliatim. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la gestion du parc et au patching management. Alors pour lancer ce webinaire, quoi de mieux que quelques chiffres pour fixer les esprits. Alors, comme la première recommandation de l'ANSSI, ai-je connaissance des systèmes d'information, des applications, des données vitales pour mon entreprise au regard de mon activité? C'est la question qui est la première qu'on doit se poser pour renforcer le système d'information de son entreprise. Pour bien se protéger, toute entreprise se doit d'inventorier ses matériels et ses logiciels. De cet inventaire, finalement, découleront les mesures de protection adaptées. Inventorier donc tous les équipements, ordinateurs, smartphones, tablettes, serveurs. Il faut aussi inventorier tous les périphériques, les box, les commutateurs, les clés 4G, les imprimantes. Il faut également s'assurer d'être en possession de licences d'utilisation valides qui sont indispensables aussi bien d'un point de vue, on pourrait dire, des obligations légales que pour la maintenance. Voilà. Cette première recommandation de l'ANSSI dans son guide de la sécurité à destination des PME, elle fait aussi écho à l'annexe A8 de la norme ISO 27001 qui stipule qu'il faut connaître et maîtriser ses actifs. Alors, on l'évoque d'autant plus que, vous le savez, chez Foliatim, nous sommes certifiés ISO 27001. Deuxième chiffre, 18 378. C'est le chiffre qui est donné par le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui représente le nombre de vulnérabilités comptabilisées en 2021. Ce chiffre augmente pour la 5e année consécutive. Et d'ailleurs, quand on regarde dans le rétroviseur, on en était à 14 645 vulnérabilités en 2017. Donc l'inflation est flagrante. Et on verra au cours de ce webinaire comment traiter ces vulnérabilités en automatisant certaines tâches liées au patch. Et enfin, dernier chiffre, chez Foliatim, on considère que l'audit et la gestion des vulnérabilités, catégorie dans laquelle nous mettons les solutions de gestion de parc et de patch, et cette audit et cette gestion des vulnérabilités, c'est une des composantes essentielles d'une bonne cyberhygiène. C'est même le deuxième des 5 piliers de notre démarche en matière de sécurité. Alors, puisqu'on parle de notre démarche en matière de sécurité, aujourd'hui, on le sait très bien, on voudrait tous que notre système d'information soit une forteresse, mais cette forteresse, elle est confrontée au fait que les usages évoluent, on devient de plus en multisite, on va vers le cloud public, on héberge ces données en externe, on fait de la virtualisation, il y a bien sûr le télétravail qui se développe de plus en plus, et finalement, construire sa forteresse, c'est pas si simple. C'est la raison pour laquelle nous, on a monté une méthodologie qui s'appelle SAFE, facile à retenir, SAFE pour finalement garantir la protection de son SI grâce à 5 piliers qui sont le premier, la sauvegarde. Alors quand on dit sauvegarde, nous on parle aussi bien de sauvegarde du cloud que de sauvegarde immuable, que de PRA. C'est un sujet sur lequel nous avons fait un webinaire le mois dernier et d'ailleurs je vous engage à aller regarder son replay. Deuxième pilier de notre démarche, l'audit et la gestion des vulnérabilités. C'est le sujet que nous explorons au cours de ce webinaire avec un focus sur la gestion du parc et la gestion des patchs grâce à l'offre EMS. Troisième pilier de notre démarche, tout ce qui va toucher à l'authentification et aux privilèges. Alors là, on va mettre bien sûr du MFA, de l'usurpation d'identité, mais aussi du bastion. Voilà, des solutions qui sont très prisées par nos clients. Quatrième pilier, celui-là parle de l'analyse périmétrique et comportementale. Là, on retrouve toutes nos solutions et tous nos services autour de l'anti-spam, l'antivirus, les firewalls, le WAF. Et puis, dernier sujet, puisque on sait que le rempart humain est un rempart important, tout ce qui va toucher à la formation et à la sensibilisation avec des solutions de simulation de phishing, des solutions d'e-learning. Voilà, c'est l'ensemble de ces piliers, de ces 5 piliers qui constituent la démarche SAFE qu'on aborde avec nos clients lorsqu'on veut travailler sur leur cyberhygiène.
Alors, maintenant, j'en ai terminé avec cette longue introduction. Il va être temps de rentrer dans le vif du sujet avec nos 3 intervenants. Nous allons, je vais vous demander de bien vouloir vous muter, ceux qui ne sont pas en mute. Nous allons commencer avec le témoignage d'un DSI qui viendra nous expliquer quels sont les besoins, quels sont ses besoins en matière de gestion de parc. Il s'agit de Yannick Lostis de la société ETT. Alors, on le remercie d'avoir accepté de témoigner car il est aujourd'hui accaparé par de nombreux projets pour son groupe. Et je précise que Yannick n'est pas utilisateur de la solution EMS. Voilà, on donnera ensuite la parole à Maxime Dems, Maxime qui est directeur de projet chez Foliatim et qui intervient parfois comme DSI par intérim pour certains de nos clients. Alors, il nous fera un retour d'expérience très concret sur les bénéfices qu'il voit dans l'utilisation d'EMS pour gérer les actifs, gérer les correctifs et gérer les déploiements de logiciels chez ses clients. Et enfin, Cédric Jean, qui est le directeur du développement de Foliatim, nous expliquera les services que nous offrons autour de la solution EMS pour permettre à nos clients d'aller en tirer le meilleur. Il fera également un zoom sur le ROI de cette solution qui, vous le verrez, peut engendrer des économies substantielles pour les DSI. Voilà, alors ces 3 interventions devraient nous amener aux alentours de 11h40, ce qui laissera une bonne dizaine de minutes pour le 4e temps de ce webinaire, à savoir les fameuses questions et réponses pour lesquelles vous pouvez d'ores et déjà utiliser le module de chat. On essaiera d'y répondre en direct et de toute manière, on les traitera à la fin. Voilà. Dernier point, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez bien évidemment y accéder, accéder au replay et le partager avec vos collègues. Alors, Yannick, je me tourne vers vous. Et avant que vous nous expliquiez la manière dont vous gérez les actifs chez ETT, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est ETT? Oui, bonjour à tous. Donc ETT, donc on est basé du côté de Poudalmézeau, pas très loin de Brest, à la pointe finistérienne. Donc on fabrique des solutions de traitement d'air pour des professionnels qui souhaitent réguler du débit d'air, de la température et de l'hygrométrie dans leur bâtiment. Donc on est sur une activité de conception, de fabrication de matériel et derrière de services. Donc on travaille en France et à l'export pour différentes applications. On va travailler pour du retail, des enseignes de vente, de la restauration, des industriels, le tertiaire, le cinéma, et puis aussi même des applications spécifiques comme des matériels qui vont sur des plateformes oil and gas ou des complexes gaziers. Donc voilà, c'est à peu près 1500 machines par an pour un chiffre de 50 millions d'euros. Donc nous, on est monosite, donc on est moins confronté que certains sur ces problématiques multisites. Côté personnel, on est aujourd'hui 340. Donc on a sur ces 340 personnes une partie de la population qui est en mode nomadisme, environ 50 personnes, donc qui vont concerner plutôt des personnes qui sont de la force de vente ou des techniciens itinérants. Et après, côté usine, on a aussi une proportion de salariés qui va de plus en plus à la hausse sur la partie télétravail, à peu près 15 à 20 personnes par jour. Donc du coup, sur ETT, pour rejoindre ce qui a été dit, donc nous, on est sur des projets pour augmenter notre production et qui concerne beaucoup la dématérialisation et donc qui implique l'augmentation du parc sur des devices type smartphone, tablette, etc. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes organisé à la DSI, déjà qu'on ait une idée de l'équipe qui Oui. gère ce parc? Donc aujourd'hui à la DSI, donc on est 12 personnes qui sont réparties sur 3 activités. Une première qui va concerner tout ce qui concerne le système, réseau et le desk auprès des utilisateurs et la gestion de l'infra. Qui concerne 3 personnes. Une autre sur la partie développement logiciel, puisqu'on développe des logiciels en interne. Et un autre pôle qui concerne toute la partie projet d'entreprise, donc pilotage de projet ERP, data, business intelligence et toute la partie dématérialisation. Très clair. Alors, maintenant, si on zoome sur la gestion du parc, la gestion des licences, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la manière dont vous fonctionnez, puis les difficultés auxquelles vous vous heurtez quand vous voulez appliquer des correctifs ou déployer des logiciels? Déjà, en termes de parc, aujourd'hui, nous, on est sur un parc d'environ 330 postes informatiques, que ce soit portable ou PC.
et une flotte d'environ 70 smartphones, plus tous les périphériques satellites qui vont graviter comme les écrans, les stations d'accueil, etc. Et après côté infra, on est sur quelques ESX et environ 70 VM. Donc sur la partie gestion derrière, nous on utilise GLPI, qui est un logiciel qui nous permet de faire la gestion du parc, plutôt une gestion administrative pour le coup, avec quand même quelques remontées d'informations sur des agents, enfin via des agents qui sont installés sur les PC et les serveurs. Donc ils vont nous remonter un certain nombre d'éléments comme les logiciels installés, les composants matériels, les espaces disques, etc. Donc ça apporte des informations, mais qui restent quand même assez limitées. Et après en termes de déploiement, donc déjà sur la partie mobilité, aujourd'hui on n'a pas de déploiement automatisé. Donc c'est assez chronophage quand on doit réaliser le déploiement de nouveaux téléphones ou même pousser des applications à distance, ça se complexifie assez rapidement. Et sur la partie post-informatique, aujourd'hui on travaille essentiellement avec des scripts d'installation qui vont nous permettre de traiter, on va dire le tronc commun logiciel, à l'ensemble des utilisateurs. Et après, autant que possible, on essaie d'automatiser les choses via de GPO. Et au bout du bout, si on ne peut pas réaliser les installations de façon silencieuse et automatisée, on est obligé de prendre la main sur le poste pour réaliser des installations, comme par exemple pour des logiciels de CAO. Donc voilà pour la partie déploiement. Et après sur le maintien technique et au niveau des règles, on travaille essentiellement avec des GPO. Et puis WSUS pour la partie Microsoft. Du coup, au bout du bout, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que on a de l'automatisation qui est fait par script, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ça reste encore un sujet qui est assez chronophage, et puis au final, je le ressens par rapport aux équipes qui est assez peu valorisant, souvent, parce qu'il faut aller bricoler, parfois. Hem, ces fameux scripts, du coup, ça nécessite une compétence aussi au niveau de l'équipe pour déjà pour les mettre en place et les maintenir. C'est-à-dire qu'en cas d'absence ou de départ, forcément ça peut être un sujet qui peut être problématique. Sur la partie mobilité, on a peu de maîtrise aujourd'hui, on maîtrise bien l'environnement Microsoft Windows, mais sur des environnements type, Android, Apple, c'est pas des choses qu'on maîtrise aujourd'hui. Hem, une autre difficulté qu'on a, c'est que, on est industriel et on a un nombre d'activités qui est assez élevé et différentes, avec des configurations différentes par utilisateur, que ce soit la compta, la paye, les RH, les bureaux d'études, l'atelier. Donc on a vraiment, beaucoup de cas de figure différents à gérer. Hem, sur la partie après nomadisme, c'est aussi un problème qu'on rencontre, c'est que dès qu'il faut, pousser, soit une mise à jour, soit un nouvel applicatif sur des personnes qui sont pas connectées au réseau, tout de suite, on se gratte la tête et on on réfléchit comment on fait ça de la façon la plus transparente possible pour les utilisateurs, mais c'est pas toujours simple. Du coup, en découle une gestion des mises à jour qui est assez problématique pour toute cette partie de la population qui est hors réseau. Du coup, ça rend difficile le suivi et puis, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps à l'équipe. Et après, sur la partie sécurisation aussi, du coup, on n'est pas au trait parce que, comme on n'a pas une solution qui permet vraiment de durcir les postes, correctement, on n'arrive pas aujourd'hui à calibrer en fait, les droits d'accès sur le poste en fonction du logiciel qui est utilisé. Alors, on entend bien les douleurs entre guillemets que vous pouvez exprimer et qui sont celles qu'on retrouve chez un certain nombre de nos clients. Euh, Si vous deviez établir un cahier des charges, j'allais dire, de la solution idéale pour gérer les parcs, gérer les correctifs, gérer les déploiements d'applicatifs, qu'est-ce que vous suggéreriez? À nous, à notre niveau, le principal écueil aujourd'hui, puisqu'on a rien sur cette partie-là, c'est la partie mobilité. Donc ce serait pouvoir, gérer notre flotte mobile avec un déploiement automatisé, à l'allumage du téléphone, avec une containerisation éventuellement des données professionnelles et personnelles sur le téléphone, parce que c'est un autre problème aussi qu'on peut rencontrer. Et puis derrière, pouvoir pousser des applicatifs de façon automatisée sur ces téléphones et des mises à jour. Et après pour la partie parc PC, ce serait intégrer en fait, nativement des choses qu'on a fait par script, sur des règles de déploiement et s'affranchir, des GPO puisque quand ça fonctionne, c'est bien, mais parfois quand on a des écueils, c'est toujours compliqué de retrouver un petit peu la trace des règles qui ont été appliquées sur le poste utilisateur, donc c'est pas toujours simple. Déployer automatiquement les OS, les applications, les mises à jour
Et après, sur la partie sécurisation, comme j'expliquais, c'est vraiment gérer un droit d'admin sur le poste qui est affecté au logiciel et non à l'utilisateur, comme c'est le cas aujourd'hui. Du coup, remonter les informations, tous les logiciels qui sont installés, etc. Faciliter la prise en main à distance. Et puis un dernier cas aussi, c'est le catalogue d'applications. Aujourd'hui, on n'a pas de catalogue d'applications pour nos utilisateurs. Par exemple, quelqu'un qui veut installer 7-Zip, j'aimerais bien que cette personne-là ait un catalogue à disposition avec une installation préétablie, de façon à ce qu'on ait une homogénéité en fait dans les installations qui sont faites sur les différents postes utilisateurs. Bon, ça, je ne sais pas si c'est la liste au Père Noël, on s'approche de Noël. En tous les cas, le cahier des charges est très clair et je pense qu'il fait une excellente transition avec l'intervention qui va suivre. En tous les cas, merci pour ce témoignage très transparent. Je vais me retourner vers Maxime. Bonjour Maxime. Alors toi, tu as accompagné de nombreux clients, de nombreux DSI dans l'utilisation de la solution EMS. Pourrais-tu nous dire finalement qu'est-ce qu'ils tirent de cette solution? Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur cette solution et notamment ce qu'elle permet peut-être, par exemple, en matière de gestion des actifs? Alors oui, alors dans un premier temps, avec EMS, je vais avoir la possibilité, de faire de l'inventaire. Alors l'inventaire, on en parlait, sur la solution. Une des difficultés, c'est que, là, je vais avoir un outil qui va me permettre de faire de l'inventaire multiplateforme. Alors au niveau des inventaires, je vais avoir les éléments, classiques qu'on attend. Je vais avoir, toute la partie hardware, système, mais je vais également pouvoir remonter d'autres informations importantes sur la partie sécurité, par exemple les clés de chiffrement BitLocker, tout ce qui est partie certificat et logiciel. Alors, sur les logiciels, un point qui est important, hein, dans un premier temps, on va avoir quelque chose qui est plutôt avancé. Bien évidemment, la possibilité de remonter les catégories de logiciels, d'aller chercher les versions. Alors, typiquement, les versions, là où c'est important, c'est j'ai un nouvel applicatif. Mon éditeur va me dire, très bien, voici les prérequis pour cet applicatif. Il faut telle version de framework, de C++, etc. Donc là, je vais pouvoir rapidement identifier quels sont les postes qui ne sont pas conformes pour y remédier par la suite. Et dans cette partie inventaire, je vais aussi avoir toute une partie licence. Alors, la partie des licences, elle est assez poussée. Elle va me permettre en fait d'aller regarder et de chercher la conformité de mon parc vis-à-vis des licences. La gestion des licences est complète et poussée. On va même aller plus loin avec cette partie licence parce qu'on va pouvoir aller jusqu'à une analyse de l'utilisation des logiciels. Aujourd'hui, c'est vraiment une question qu'on se pose parce qu'on a beaucoup de licences. Les licences représentent une part importante aujourd'hui sur le parc informatique. Et une question qu'on se pose qui est légitime, c'est quels sont les logiciels qui sont vraiment utilisés. Donc, on va pouvoir déterminer ça. On va pouvoir gérer justement ces attributions de licence. L'objectif derrière, bien évidemment, au-delà de gérer la conformité, ça va être aussi de maîtriser le coût et de pouvoir rationaliser les licences sur l'usage réel. Alors, bien évidemment, si on veut maîtriser ces logiciels, on va avoir besoin d'autres briques. La première, c'est la possibilité à distance de désinstaller tous les logiciels qui ne sont pas conformes, soit parce qu'ils ne sont pas validés par l'entreprise, ils peuvent représenter des risques ou ce n'est pas un souhait d'utilisation, soit aussi parce que ces logiciels, forcément, on n'a pas forcément les licences. Et pour aller plus loin dans cette maîtrise des logiciels, on aura aussi la possibilité d'aller bloquer les exécutables. Voilà, donc on a un exécutable qui est indésirable. On ne maîtrise pas forcément la partie installation. Certains logiciels peuvent être aussi autonomes. Donc là, on aura la possibilité de dire cet exécutable n'est pas validé, n'est pas souhaitable, je peux le bloquer. Alors, toute cette partie-là, ce qui est aussi important, c'est d'en être informé. Donc, j'ai mes inventaires, j'ai ma maîtrise au niveau de la solution. La première chose, c'est que je vais avoir des rapports. Alors, on en parlait tout de suite, hein, par exemple, regardez si mon parc est conforme. Donc là, du coup, je vais pouvoir, au travers de ces rapports, avoir des informations. Alors, je vous donne un exemple qui est tout simple. Par exemple, on a l'arrêt du support de Windows 10 21H1 qui aura lieu dans quelques jours maintenant, vu que c'est le 13 décembre. Mon parc est-il conforme? Clac, voilà, j'ai un rapport qui va me donner rapidement et efficacement l'information. J'ai aussi la possibilité d'avoir des notifications. Voilà, régulièrement, j'ai besoin d'une information par mail, l'état de mon parc, l'état d'une utilisation. J'aurai la possibilité de configurer ce type de notification avec l'outil.
On comprend bien la gestion des actifs. Tout à l'heure, Yannick exprimait des besoins autour du patching management, la gestion des patchs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec EMS? Qu'est-ce que tu as vu de bien? Alors ça, c'est une brique importante, hein, et qu'on met beaucoup en place chez nos clients. Alors déjà, ce qu'il faut voir en entreprise, c'est que c'est pas évident de faire du patch management, alors que c'est un élément qui est vraiment capital en cybersécurité. On sait aujourd'hui qu'on a de nombreuses failles et que nos logiciels doivent être à jour pour sécuriser notre parc. Alors il existe, hein, des solutions déjà. Tout à l'heure, j'entendais parler de WSUS, par exemple. La difficulté, c'est que ces solutions, en fait, ne répondent pas pleinement, aux besoins, qu'on va avoir. Alors avec EMS, on a une première chose, on en parlait tout de suite, c'est que, l'outil est multiplateforme. Alors non seulement je vais pouvoir m'adresser, à, l'ensemble, j'ai envie de dire des composants Windows classiques, le serveur sur lequel on a une exposition qui est forcément forte, donc sur lequel on a besoin d'un patch management qui est, j'ai envie de dire, efficace et régulier, mais aussi sur les postes clients. On va aussi pouvoir aller chercher, d'autres périphériques, du Mac, du Linux, mais aussi du coup, on en parlait des terminaux iOS, Android. Donc on a vraiment l'application d'aller chercher toutes ces plateformes. Mais au-delà des plateformes, on va aller aussi chercher le côté applicatif. Une faille de sécurité trouvée dans le dernier Adobe, mon setzip qui est pas à jour, voilà. Donc l'outil va nous permettre d'automatiser le déploiement des correctifs sur l'ensemble de ces plateformes et l'ensemble de ces outils. Alors, sur la partie déploiement, parce que, il y a une règle en informatique, qu'on connaît tous, hein, qui est, «Ça marche, on ne touche pas». Pour autant, on doit évoluer parce qu'on a besoin, Frédéric? que notre parc soit à jour. Bien évidemment, Ouais. pour être prudent avec ces mises à jour, on a la possibilité, de faire un déploiement étagé. On va définir des équipes pilotes, des utilisateurs sur lesquels on déploiera ces utilisateurs. Et bien évidemment, on va étager, ces mises à jour en fonction de la criticité et en fonction aussi, des personnes qui vont être concernées. Un correctif zero day, par exemple, va être déployé plutôt prioritairement, alors que d'autres patchs de sécurité sur lesquels on a moins de criticité, par exemple, on va essayer de déployer progressivement sur les équipes. Je vous donne le cas, par exemple, de l'équipe comptabilité, dans une entreprise. Je vais, décaler les mises à jour, en fait, sur les différents postes, parce que ça peut arriver, voilà, qu'on ait une mise à jour qui soit défaillante. Microsoft en a le secret, par exemple, et donc on va venir, essayer de limiter un éventuel impact dessus. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir assez gérer simplement. Une fois que c'est en place, hein, il y a plus qu'à déployer et tout ça s'automatise. Une autre problématique, hein, à laquelle répond OMS, c'est, le fait de la sélection, en fait, de ces mises à jour. De base, en fait, Folia Team effectue régulièrement une veille sur les systèmes d'exploitation et les applications, j'ai envie de dire courantes dans la partie bureautique. Aujourd'hui, alors qu'il m'est compliqué, de faire cette veille justement sur la partie patch, quel patch garder, quel patch valider? Et bah, du coup, là, j'aurai une automatisation, c'est-à-dire que je n'ai pas d'action utilisateur et certains de nos clients en bénéficient, déjà. C'est, voilà, ils attendent et tous les mois, des mises à jour validées, par les équipes cybersécurité de Folia Team viennent, valider automatiquement, sur, des serveurs ou des postes de travail ou autres, des mises à jour. Mais bien évidemment, si on fait ces mises à jour au travers de la console, il ne faudra pas oublier, et ça on peut l'automatiser aussi, de désactiver les autres mises à jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut un déploiement qui est pertinent, qui est efficace, on va venir par exemple dire désactiver le système de mise à jour automatique en fait qu'on peut avoir par exemple sur le poste, le Windows Update. L'intérêt vraiment qu'on a avec cette plateforme, c'est que, on est sur une seule console. Sur le déploiement des mises à jour, je ne suis pas en train d'aller chercher, j'entendais parler tout à l'heure, donc on a des déploiements qu'on va faire par GPO, on a des déploiements qu'on fait par certains outils, d'autres logiciels proposent d'autres plateformes, voilà. Donc là, en fait, je suis vraiment dans une seule console qui me permet de piloter tous mes périphériques, et je déploie efficacement les mises à jour partout. D'accord, là, c'est très clair. On est sur le déploiement de correctifs. Il y a aussi le déploiement de logiciels, qui est un sujet qui a été abordé tout à l'heure par Yannick. Il parlait notamment de déployer sur les postes distants, les personnes en télétravail. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la solution MS dans ce domaine-là? Alors effectivement, moi je rejoins totalement ce constat. Aujourd'hui, l'installation, j'ai envie de dire,
poste à poste, c'est quelque chose qui est assez fastidieux. Avec en plus une complication, c'est on a de plus en plus maintenant de PC portables, on parle de télétravail, on a été un peu marqué par la période Covid. Et aujourd'hui, bah, quand on fait des installations, on dit bah, parfois il faut regrouper les PC portables, c'est toute une logistique, ça peut être compliqué. Alors, l'énorme avantage qu'on va avoir avec EMS, c'est qu'on va pouvoir faire du déploiement ou de la mise à jour d'applications en lot. Donc, c'est-à-dire toute une série de PC et à distance. Les PC peuvent être présents sur le site, ils peuvent être présents sur un autre site, une autre agence, mais on peut aussi avoir des personnes qui sont en clientèle, qui sont en télétravail. On a vraiment la possibilité de gérer ça. Moi, je vous donne un exemple hein, chez un client qui a donc le logiciel, le Softephone, donc le logiciel de téléphonie Rainbow d'Alcatel. Rainbow nous sort une mise à jour tous les 3 semaines chez ce client. On a aujourd'hui à peu près 200 PC qui sont concernés par ces mises à jour. Bon, ben voilà, il y avait deux solutions. C'était tous les 3 semaines passer sur les 200 PC pour faire l'installation ou alors le déployer. Donc là, aujourd'hui, c'est un déploiement EMS. Donc une mise à jour sort. Dans les heures qui suivent, on a déjà les 3 quarts des machines, qu'elles soient présentes ou pas, qui sont à jour et qui ont la dernière version de l'outil. On a aussi un autre aspect de l'installation qui est intéressante, c'est la partie portail libre service. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de garder des utilisateurs administrateurs de leur poste. Le risque est trop élevé. Pour autant, ça peut être vécu par certaines populations comme un peu une frustration. Donc l'énorme avantage qu'on a avec le portail libre service, il est double. C'est d'une part, les utilisateurs sont autonomes. J'entendais parler tout à l'heure d'un set zip. Effectivement, je reçois un fichier rare. Ah, mince, mon poste ne sait pas lire ce fichier. Donc là, du coup, bah, l'utilisateur va pouvoir en toute autonomie installer le logiciel. Et alors, il n'y a pas besoin de compétences hein, pour installer, c'est vraiment un clic, vu que tout a été paramétré en amont. Mais ça va être aussi un gain de temps important pour le service informatique, étant donné qu'il n'aura pas, lui, à gérer cette installation, étant donné qu'elle se fera de manière autonome. Alors, on parle d'installation de logiciels. Bien évidemment, on a tout ce qui s'accompagne autour qui va permettre justement de gérer ces logiciels. Alors, on va avoir par exemple les ajustements de configuration. Des fois, sur certains logiciels, ou même sans ces logiciels, on va dire j'ai besoin d'ajuster quelques clés registres, quelques paramètres sur le poste, d'envoyer des commandes PowerShell, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir gérer en même temps ou à côté toutes ces configurations. L'idée, par exemple, ça va être de venir automatiser un déploiement. On parlait tout à l'heure de la problématique d'un nouveau poste. Aujourd'hui, mon nouveau poste, soit j'installe tout manuellement, je passe du temps, soit j'ai un système d'image avec des problèmes d'obsolescence qu'on connaît et parfois des problèmes de licence. Là, l'idée, effectivement, grâce au fait que mes applications sont déjà dans l'outil EMS, j'ai la possibilité, quand j'ai un nouveau poste, je mets simplement mon client EMS, je démarre l'installation et automatiquement, bah, toute la configuration, tous les logiciels vont arriver sur le poste sans action de ma part, je n'ai qu'à attendre que ce soit prêt et mon poste sera prêt à l'emploi. Alors, c'est assez intéressant parce que d'une part, on va pouvoir gérer une standardisation du parc, c'est-à-dire au lieu d'avoir que des postes indépendants, je vais avoir des postes qui sont assez cernés et je vais pouvoir bien évidemment cibler ma population. Je n'installe pas forcément les mêmes outils, par exemple, à des commerciaux qu'une équipe comptable. Donc là encore, on va pouvoir standardiser en fonction des services, les besoins qu'on a pour automatiser ce déploiement. Et bien évidemment, au passage, on va avoir une gestion des droits qui va être possible, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie licence. Alors, gestion du parc, gestion des patchs, gestion des logiciels, tu as été très exhaustif sur ce retour d'expérience. Si tu devais donner en synthèse en quelques mots, les bénéfices de la solution EMS telle que tu l'as vue, toi, chez différents clients. Alors, bah, déjà, la première chose et un des points importants, c'est on va avoir des postes, des serveurs, des applications, des terminaux qui vont être à jour. Et ça, c'est un énorme gain de temps parce qu'aujourd'hui, soit les entreprises y consacraient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, soit les entreprises avaient du mal à aller vers ces éléments. Donc là, on a un gain de temps et du coup un gain de sécurité sur le parc.
On l'a vu aussi que les installations et la maintenance va être facilitée. Là encore, c'est un énorme gain de temps. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous disaient, voilà, moi j'ai des personnes détachées au quotidien sur les PC portables qui vont mettre à jour l'Adobe de Monsieur X, qui vont mettre à jour tel composant. Là, d'un seul coup, ma console va me permettre de tout gérer de manière centralisée, automatisée. Un autre gain que je vais avoir forcément, donc c'est la gestion du parc, on en parlait, et en particulier sur la partie licence. Là encore, je vais avoir un autre bénéfice qui est le gain de temps, mais je vais aussi pouvoir aller chercher une maîtrise des coûts, et notamment une maîtrise des coûts sur toute la partie licence. Et puis alors, c'est vrai que du coup, on s'est concentré, on a attiré l'attention sur 3 éléments de MS, mais l'outil permet bien plus de choses. On parlait tout à l'heure des terminaux, donc on a la possibilité de faire de ce qu'on appelle du MDM, Mobile Device Management, soit avec simplement de la containerisation pour avoir une partie professionnelle, soit avec un pilotage complet, par exemple, d'une tablette Android, iOS. On a des outils de prise de main à distance qui fonctionnent aussi sur ces périphériques. On peut prendre la main sur un téléphone, un smartphone, par exemple. Ce qui fait que du coup, non seulement je vais avoir un seul outil pour gérer tout ça, donc je n'ai pas besoin d'être formé sur un paquet d'outils, mais aussi du coup, je vais pouvoir arrêter éventuellement d'autres solutions, d'éviter de multiplier en tout cas les outils pour faire la gestion de mon parc. Et là encore, on va travailler sur un gain à ce niveau-là. Bon, écoute, on ne peut plus concret, on ne peut plus précis. Merci beaucoup, Maxime. Je vais désormais me tourner moi vers Cédric pour qu'il puisse nous expliquer concrètement les services que Folia Team apporte à ses clients avec l'offre EMS. Oui, Cédric? bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Donc Nicolas, tu l'auras vu, hein, nos utilisateurs sont vraiment nos meilleurs ambassadeurs et merci Maxime pour la présentation. Donc EMS se décline au travers de 2 offres que vous avez sous les yeux. Une première offre s'appelle Opérer, dans le sens de Folia Team opère pour vous la solution, et une offre qui s'appelle EMS en mode SaaS où la totalité de la solution est mise à disposition. OK? On va voir, l'offre opérée, pardon, ne concerne que le patching. Dans le slide suivant, merci, le mode opératoire est le suivant, c'est celui que vous avez sous les yeux. Dès que, les aspects administratifs, commerciaux et cetera, qui ne sont pas chez nous, sont traités, nous allons créer un tenant. Les équipes Folia Team, les experts Folia Team vont créer un tenant qui va être dédié à notre client. Au travers de ce tenant, nous allons pouvoir mettre à disposition les agents, les fameux agents dont parlait Maxime précédemment, qui vont être installés sur les différents équipements. Alors, si vous avez de la GPO, on va utiliser la GPO pour installer les agents. Sinon, ils peuvent être en téléchargement et vos utilisateurs utilisent les téléchargements ou, comme disait Yannick, avec un script laborieux pour essayer de déployer les agents à distance. Une fois que les agents sont installés à distance, ils viennent se référencer sur la console et sur le tenant qui vous a été dédié, et à partir de là, vous recevez et vos utilisateurs vont recevoir les correctifs que les experts Folia Team auront validés. Donc ces correctifs, à savoir qu'ils sont testés auparavant, sur différents équipements, hein. On parlait de PC, de Mac, on parle de serveurs, on parlait de plateforme Linux, Windows, Android. Donc tous ces correctifs sont testés et une fois qu'ils sont testés, ils sont validés pour l'ensemble de nos clients qui ont opté pour l'offre EMS en mode opéré. OK? Bien évidemment, en cas de problème, le support technique Folia Team est disponible. Si jamais malgré tout vous aviez un utilisateur, qui avait malgré tout une forme de régression sur son poste, bien évidemment, un mail au support technique et le support technique s'occupe de désinstaller le correctif, ou d'annuler l'installation du patch. On en parlait tout à l'heure et Maxime en parlait. On connaît l'environnement Microsoft, on sait que ça arrive quand même régulièrement. Enfin, point important, bien évidemment, nos clients reçoivent tous les mois un rapport qui va leur permettre de voir en un simple coup d'œil quelles sont les machines qui ont été patchées, les niveaux de patch et les taux de patch sur l'ensemble du parc qui est géré au travers de MS. Une toute petite précision, Nicolas, dans cette offre-là. Donc, bien sûr, c'est à destination de nos clients qui souhaitent avant tout avoir un patch de leur PC et ça ne concerne, parce que c'est l'offre qui est basée sur ce point-là, que ce qu'on appelle les security updates, donc les updates critiques de sécurité, third party, donc avec l'écosystème. On parlait tout à l'heure d'Adobe, Adobe fait partie de l'écosystème Microsoft.
Hein, donc, quand on fait un patch sur Microsoft, on va y intégrer Adobe et bien évidemment, ça prend en compte aussi les antivirus. D'accord, ça c'est l'offre EMS focalisée sur le patching management et opérée par Folia Team. Et puis après, il y a l'offre EMS en mode SaaS. Voilà. Donc là, là, c'est pour répondre à ce que nous disait Yannick tout à l'heure, dans un monde idéal, c'est le mode SaaS, c'est la mise à disposition de l'ensemble des fonctionnalités de MS, auprès de nos clients. Donc ça s'adresse vraiment à toute organisation qui veut tout maîtriser. Maxime parlait de patching management bien sûr, mais de déploiement logiciel, de gestion des licences, de gestion de parc, de gestion du mobile, et dans l'idée bien sûr de réduire ses coûts d'exploitation. Donc le mode opératoire, vous l'avez sous les yeux, qui est très légèrement différent de ce qu'on a vu sur le mode opéré. Donc encore une fois, après le lancement, la création d'un tenant est réalisée pour gérer notre client, en tout cas le parc de notre client. Point important, le tenant est multi-tenant. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise ou si vous avez une organisation avec du multi-site ou du multi-société et que vous souhaitiez personnaliser vos configurations en fonction de vos sociétés, sachez qu'au travers de votre tenant, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est important, hein. Et ça permet même de refacturer en interne. Deuxième point important dans le mode opératoire, nous vous affectons des licences d'administration. Et vous pouvez avoir jusqu'à 10, 12, 15, 20 administrateurs sur la plateforme avec des niveaux de droits différents. Et bien sûr, nous avons travaillé et mis en place un programme de formation complet qui s'appuie sur des demi-journées et qui va vous permettre de former vos administrateurs par demi-journée, justement, comme on le disait, sur les différents modules et les différentes fonctionnalités de l'outil. OK. Euh, Maxime, on a beaucoup parlé, mais je vais juste le reprendre rapidement. En mode SaaS, vous avez accès à la gestion des actifs, hein, que ce soit PC, serveur, et quelles que soient les plateformes, Microsoft, Windows, Mac, macOS. Je crois qu'il y a de l'Apple TV, ça je crois c'est Maxime qui m'a remonté ça il n'y a pas très longtemps, Chrome OS, etc., etc. On va pouvoir gérer les déploiements logiciels. Gérer l'application mobile, dont parlait, Yannick tout à l'heure, bien évidemment standardiser et industrialiser les paramètres, qui seront mis en place et qui seront déployés dans votre organisation et sur les différents sites, hein. Comme je vous disais, l'application est multi-tenant, donc si vous avez des configurations différentes, en fonction des sites sur lesquels vous êtes, vous allez pouvoir les industrialiser et les automatiser. Et pour l'administration quotidien, idem, vous pouvez aussi avoir des niveaux d'administration différents. Ce qui fait que, très concrètement, vous avez un commercial, qui est un cas qu'on rencontre régulièrement, qui se promène en France sur vos différents sites. Il a besoin de se connecter sur la multifonction locale ou se connecter sur les répertoires locaux, lorsqu'il est sur le site de Toulouse, sur le site de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Eh bien, vous allez pouvoir gérer des configurations différentes et lui pousser les configurations en fonction du lieu duquel il se connecte. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Alors l'intitulé du webinaire, c'était gestion de parc, gestion de patch et économie. Le sujet, l'économie aujourd'hui est clé. Est-ce qu'on peut parler de ROI autour de cette solution? Alors exactement, et j'ai choisi d'illustrer cette notion de ROI au travers d'un exemple réel, concret, dont bien sûr nous citerons le nom. Donc le cas suivant. Il s'agit d'une organisation, d'une entreprise multisite sur un territoire régional. La notion de régionalité est importante, ce qui veut dire que concrètement, les déplacements peuvent être très importants et les distances entre les sites peuvent être aussi relativement importants. Le parc est composé de 280 équipements, essentiellement composés de serveurs où on a essentiellement du Microsoft, avec un ou deux Linux, des PC et quelques Mac, notamment pour le marketing. Une personne, un employé temps plein, un ETP en interne, est dédié à la gestion complète de l'environnement informatique et de la gestion des postes au quotidien, et des référentiels sécurité qui, dans cette organisation, ont été imposés par la législation, mais aussi par leurs propres clients, hein. Et on avait un état. L'état dans cet exemple, l'état était qu'avant l'installation de MS, le taux moyen de mise à jour des équipements était largement inférieur à 40%. Donc ce calcul se faisait tous les mois en fonction du nombre d'équipements, que cette personne, cette ressource avait été capable de joindre pour faire les mises à jour. On avait aussi une multiplicité des configurations et bien évidemment une maîtrise, compliquée des différentes configurations sur les différents sites.
On a aussi enregistré une multiplicité des outils et des logiciels d'administration. On écoutait tout à l'heure Maxime et Yannick qui en parlaient. Donc, il y a WSUS, GLPI, il y avait du LogMeIn, il y avait, enfin bref, différents outils dans tous les sens, avec des coûts, bien sûr, sur ces outils qui étaient relativement importants. Point important, relevé par, justement, suite à l'enquête, sur cette ressource qui avait en charge la partie informatique, en tout cas le parc informatique, c'était il avait enregistré un retard très conséquent, sur la mise en place des nouveaux projets en interne, puisqu'il passait son temps réellement à patcher les machines, faire les installations, les mises à jour et que donc du coup, il accumulait un retard important et en interne, il faut l'avouer, le ressenti utilisateur était très mauvais en direction de la DSI à tel point qu'on ressentait chez cette ressource, chez cette personne, une démotivation complète. Yannick l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas très séduisant que de passer son temps à faire toute la journée des mises à jour et courir après les gens pour installer de nouveaux logiciels ou de se faire disputer parce que quand on installe un logiciel, ça marche pas et que l'application est implantée, etc. Donc voilà, on avait ressenti une démotivation importante de cette ressource. Après l'installation de MS, et là, petit bémol, ça s'est fait dans le temps, hein, attention, l'EMS est un orchestrateur, c'est pas magique, donc il a fallu le temps d'apprentissage, mais plusieurs semaines après l'installation de MS, le résultat était le suivant. On a enregistré un taux d'équipement moyen de mise à jour des équipements qui était supérieur à 90 et ça, c'est les rapports OMS qui nous l'ont sorti automatiquement. Bien évidemment, une standardisation des configurations au travers de différents profils. Dans cette société, il y a 3 profils. Il y a un profil technique, un profil administratif et un profil direction. Voilà. Donc on a pu mettre en place une standardisation des configurations. Bien évidemment, Maxime en parlait tout à l'heure, des outils intégrés ont permis de réduire significativement les différents outils et logiciels d'administration quotidien du groupe. On en a profité aussi pour mesurer le retard dans la mise en place des nouveaux projets et des mesures de sécurité et on s'est aperçu que, notre ressource, qui a exploité EMS, eh bien, avait pu réduire son retard et avait commencé à travailler sur des sujets importants et donc de fait, on s'est aussi aperçu qu'il y avait une remotivation importante de cette personne et ça, c'est un des points les plus importants à mon sens dans l'utilisation de l'EMS, sans compter le fait que la DSI, a enregistré une amélioration du ressenti utilisateur. Bref, encore une fois, tout n'est pas rose, tout n'est pas merveilleux, ce n'est pas un outil magique, mais l'industrialisation qu'apporte l'orchestrateur EMS va permettre d'industrialiser, d'automatiser et d'améliorer la gestion quotidienne sur des points qui, Yannick en parlait, Maxime aussi, sont pas forcément très sympas à effectuer au quotidien. Alors, merci, c'était très concret. Je vais te poser une question, puis ça va être la manière de lancer la dernière partie de ce webinaire sur les questions-réponses. Finalement, cette espèce de calcul du ROI là, que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'on peut l'extrapoler à tous les clients? C'est systématiquement ce qu'ils constatent? Alors oui, en revanche, au travers d'usages différents. Je vais vous donner 3 exemples. Dans le cas précis, ici, la principale motivation de l'utilisation de MS, c'était, l'uniformisation du parc. Pourquoi? Parce que les clients de cette entreprise imposaient des règles de sécurité, hein. Alors cette entreprise a pour clients des OIV et des OSE. On le sait très bien, les OIV et les OSE ont reçu de nouvelles mesures et des contraintes de sécurité qu'ils imposent à leurs sous-traitants. Donc on est dans le cas d'une entreprise qui avait besoin d'atteindre un niveau de sécurité pour continuer de travailler avec ses clients. Donc la principale motivation, c'était la sécurité. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est dans le cadre d'un des clients que gère aussi Maxime justement, qui est un client qui est multisite et qui a une problématique, c'est que, la plupart de ses utilisateurs sont en dehors de son domaine. Il a 87 sites en France. Oui, tu vois, Maxime, tu vois tout à fait de qui je parle. Ce client a 87 sites en France, des sites qui sont autonomes et indépendants et en dehors du domaine. Pourtant, ce client se doit d'assurer la gestion quotidienne du parc, fournir les équipements à distance, et gérer les différents sites qui sont ouverts à n'importe quel moment, en 24/7 ou au tard le soir ou très tôt le matin et cetera. Donc la principale problématique du DSI, a été de comment je peux organiser mes déploiements et ma gestion de l'ensemble de mes sites alors qu'ils ne sont pas dans mon domaine et que j'en ai pas la maîtrise. EMS, Maxime en a parlé un petit peu tout à l'heure,
EMS appuie sur un agent qui vient se connecter sur la console et qui donc va pouvoir permettre de travailler en dehors de l'intégration dans un domaine. Donc ça, c'était le deuxième usage. Comment faire lorsque je ne maîtrise pas les postes? Troisième usage, alors pour le coup, c'est un autre client, historique de Folia Team, qui avait une problématique. Sa problématique, c'est dans le cadre d'un marché public, hein, je vais en dire un tout petit peu plus, qui avait été alloti et le sujet était, donc vous, Folia Team, vous avez gagné la première partie du marché, il n'y a pas de problème, c'est très bien. En revanche, vous avez une dépendance vis-à-vis de la seconde partie du marché et nous n'avons pas trouvé de prestataires, validés pour la seconde partie du marché, pour le lot 2. Est-ce que vous voulez bien le prendre en charge? Et le lot 2 était la gestion des postes de ce client, voilà, qui n'était pas dans notre réponse. Et nous avons trouvé un partenaire, qui nous permettait donc de répondre favorablement à la demande de nos clients sur le traitement du lot 2 et pour mettre en place ce traitement et avoir un reporting vis-à-vis de notre client final, EMS, du fait de son reporting, nous a permis d'avoir un suivi et de gérer la gouvernance de ce partenaire présent sur le lot 2. Donc voilà, 3 exemples, 3 usages et si je pense que, si on en reparle avec Yannick, d'ici quelques semaines, on aura peut-être un quatrième usage qui sera plus pour le coup porté sur, avec le petit sourire de voilà, qui sera plus porté sur la gestion des mobiles. Parce que Ok, Yannick, mais on le sait chez vous, Yannick, c'est un point important. Voilà, on aurait peut-être un quatrième usage à présenter. Ok, merci beaucoup Cédric. Je vais arrêter d'afficher l'écran et on va regarder s'il y a des questions sur le module de chat, parce que c'est l'heure de rentrer dans les questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le module de chat? Je n'en vois pas. Alors, si, est-ce que la solution gère le Shadow IT? Qui veut répondre? Maxime, Cédric? Maxime, tu as un exemple alors je ne peux pas citer le client, mais tu as un exemple de connexion sur un site, non sélectionné, non choisi? Une application professionnelle? Oui, pardon, excusez-moi. Alors, le temps de me reconnecter. Je ne vois pas forcément à quel exemple tu penses. Un C'est Salesforce qui avait été déployé, sans l'autorisation de la DSI? la possibilité en fait d'aller bloquer, c'est ça, les applications et notamment les applications qui ne requièrent pas de droit d'administration. Donc, on a la possibilité en fait totalement de venir bloquer ça. Alors, le blocage va se faire. On va pouvoir lister en fait tous les applicatifs qui ont été identifiés comme étant indésirables et on va pouvoir venir les bloquer. Après, on va aussi pouvoir, sur certaines solutions, c'est peut-être un peu en parallèle, on a par exemple un client qui avait un besoin d'utiliser des tablettes Android, mais qui était un peu gêné par le fait que Android, on n'a pas toute cette partie, j'ai envie de dire, il y a toute la partie Play Store. L'idée, c'est qu'on n'aille pas installer par exemple des jeux ou autres sur la tablette. Donc là, pareil, on a plusieurs façons de traiter le domaine. Par exemple, là, ce qui a été choisi sur la partie Android, c'était de dire on verrouille totalement le périphérique. Et en fait, on déploie automatiquement les packages qui nous intéressent, les APK, au travers d'Android sur les différents équipements, en fonction, pareil, de l'utilité attendue. Pour compléter Très- la réponse, il y a aussi la possibilité dans OMS de gérer les navigateurs. Donc, ce qui permet de réduire sensiblement l'utilisation du Shadow IT, et d'avoir des listes de fonctionnement et de sites autorisés dans les navigateurs, dans la configuration du navigateur. Ce n'est pas un relais, c'est pas un proxy, mais ça va permettre de gérer le navigateur. Alors, une autre question de la même personne. Quid d'un accès à un stockage cloud perso qui aurait été installé avant l'installation de votre solution? Alors là encore, on va partir des inventaires. Dans les inventaires, on va pouvoir déjà identifier si des solutions ont été installées. Par exemple, est-ce que j'avais un Carbonite, est-ce que j'avais un Drive ou autre qui était dessus. On va pouvoir venir à distance désinstaller toutes les solutions qui ne sont pas désirables, de manière en fait à forcément, j'ai envie de dire, limiter et bloquer les éléments. C'est pas grave en fait si enfin si la solution était installée avant, étant donné qu'une fois que l'agent EMS est présent sur l'équipement, on a la possibilité d'intervenir à tous les niveaux sur l'équipement, y compris sur les solutions qui étaient déjà installées.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je sais qu'il y en a une qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que EMS va permettre de faire de la gestion patrimoniale de son parc? Maxime, Alors, est-ce que tu... on a une autre Ouais, question vas-y. dans la continuité. Alors, non. EMS, il faut être clair, EMS ne fait pas de gestion patrimoniale d'un parc. C'est-à-dire que je ne peux savoir à un moment donné quel est l'état de mon parc et quel est l'état des amortissements de mon parc. En revanche, au travers, comme disait Maxime, de la gestion des logiciels, de la gestion des PC, de la remontée d'informations sur les équipements et les actifs informatiques, je vais malgré tout avoir une gestion relativement fine que je vais pouvoir rapprocher de mon patrimoine. Par exemple, je peux gérer mes maintenances. Je vais savoir qu'un type d'équipement, donc mes serveurs, mes PC, mes Mac, etc., sont en fin de maintenance dans X mois. Donc, je vais pouvoir provisionner mes coûts de maintenance supplémentaires. Très clair. Alors, y a-t-il différents niveaux de licence et des capacités qu'elles apportent dans l'offre EMS? Alors, au départ, l'offre que je vous ai présentée, c'est une offre marketing, hein, d'accord? On est bien sur un usage qui s'appelle la gestion des patchs, c'est le mode opéré, et la gestion du logiciel en mode SaaS, c'est le mode SaaS, OK? Dans le mode SaaS, vous avez l'option MDM. Donc, dans les deux niveaux qu'on va proposer en mode SaaS, c'est avec ou sans gestion des mobiles. Donc, l'offre est très simple, en fait. Alors, comment garantissez-vous que le client en mode SaaS ne génère pas de failles de sécurité? J'ai pas bien compris la question. Ne génère pas de faille de sécurité. Seul mode SaaS. Alors, si la question concerne, Monsieur Crépin, votre question concernait de faille de sécurité sur le mode SaaS, c'est vis-à-vis des autres personnes à côté, c'est ça? Ou Donc, peut-être je prends, les je prends le échanges. Alors, micro, mais sur alors je connais pas forcément et peut-être que c'est pas pertinent, mais sur des SolarWinds, par exemple, à l'époque, qui avaient des sondes sur pas mal d'équipements qui ont réussi à se faire craquer, c'est devenu une porte d'entrée sur l'ensemble des équipements. Donc là, comment vous garantissez, comment on peut garantir nous de notre côté en interne que la solution installée soit 100% sécurisée et ne permette pas sur un crack du système de compromettre l'ensemble du matériel. Alors, monsieur, ok, je vois tout à fait. On ne peut pas le promettre. On ne peut pas le promettre qu'un système soit 100% sécure et qu'il restera 100% sécure dans le temps. Ce que EMS fait vis-à-vis des CVE, des plus de 1000 applications qui sont disponibles dans le catalogue, ils le font pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est suivi, ils gèrent, c'est un éditeur, hein, donc ils gèrent leur propre développement et lorsqu'il y a potentiellement, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant, mais si le jour où il y a une tentative de hack ou une zero day qui sortent dessus, on compte sur eux pour la transformer en CVE et fournir un patch dans la foulée. Mais malheureusement, quel que soit le logiciel, quel que soit le matériel, quel que soit le type de développement, on ne pourra jamais garantir qu'il n'y a pas potentiellement une faille de sécurité à terme sur l'utilisation de ce logiciel. alors, il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, c'est qu'en termes de sécurité, comment ça s'appelle, EMS, alors comme il gère justement du patch management, il s'auto-patch, c'est-à-dire que l'agent qui est sur le poste, si effectivement il y avait un correctif de sécurité, donc l'agent aussi se mettra à jour sur le poste. Et au niveau des accès à la console, des échanges, bien évidemment, ce sont des échanges entre la console et les agents qui sont chiffrés. Et l'accès à la console, c'est quelque chose aussi qui est imposé par Folia Team. On le fait avec une connexion login mot de passe plus un OTP pour éviter justement d'avoir un accès trop facile à cette console. Maxime, il y a une autre question, je pense, pour toi. Est-il possible de déployer des softs en poussant une configuration personnalisée? L'exemple qui est donné, c'est je déploie 7-Zip, je veux forcer l'ouverture des archives type RAR, zip, etc. via ce soft. En gros, je veux déployer une application sans avoir à paramétrer manuellement après coup. C'est possible? Alors, oui, c'est possible. Alors, là encore, de base, en fait, tout ce qu'on est capable de faire sur un poste, on est capable de le faire au travers de la console EMS. Donc là, de base, on a l'installation du soft. Et ce qu'on va faire simplement, avant ou après, c'est on va pousser un élément qui va nous permettre justement de personnaliser ça. Il y a plusieurs méthodes, hein. Ça peut être soit simplement au niveau du paramétrage, on va changer les extensions par défaut.
Après, moi, ce que j'aime bien sur les postes de travail, tout comme je fais sur les serveurs d'application, c'est plutôt aller, par exemple, pousser un fichier de configuration. On a aussi la possibilité de modifier le GPedit en local. Et par exemple, on va aller définir un fichier de configuration qui va définir les logiciels à utiliser en fonction des extensions. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant, nous, de plus en plus sur les postes de travail, pour éviter, par exemple, si on souhaite qu'un PDF s'ouvre avec Adobe, pour éviter que de base, il s'ouvre avec Chrome, ce qui est le cas sur la plupart des postes. Et voilà, on peut avoir plein de petites choses comme ça. Donc, on a la possibilité. Et là, pareil, soit on va inclure, j'ai envie de dire, soit du pré, soit du post-déploiement de l'outil, par exemple 7-Zip dans l'exemple, soit on va le gérer à part, une configuration dans laquelle on dit, OK, très bien, eh ben, on pousse un fichier de configuration et on vient modifier le GPedit pour dire que c'est le fichier de configuration qui est référent sur les extensions à utiliser. Et je rebondis juste parce qu'on est passé sur la question de tout à l'heure sur la partie cloud perso qui était donc mais si le cloud est sans installation mais via un navigateur, pour moi dans ce cas-là c'est pas forcément la solution OMS. Le filtrage il est plus à faire au niveau d'un pare-feu ou autre équipement en fait quand le flux est identifié. Ça pareil sur d'autres solutions on a la possibilité de taguer les flux et de voir. Mais lui, EMS, qui verra simplement s'il va pouvoir gérer le navigateur, sa configuration, tous les éléments qu'on aura dans le navigateur. Par contre, si on veut maîtriser le trafic du navigateur, ce n'est pas forcément la solution EMS qu'on utilisera. On a d'autres solutions pour ça. Alors, il est bientôt midi. Est-ce qu'on a une dernière question? Alors, moi, j'ai une question, parce qu'elle est souvent posée, c'est est-ce que c'est compliqué à prendre en main? On a bien compris qu'il y avait de la formation, mais la prise en main de cette solution par quelqu'un, Alors ça, administrateur. je vais me permettre de répondre, Nicolas, si tu veux bien. Pour un administrateur système et réseau qui a un peu d'expérience, comme disait Yannick, sur de la GPO, du script, la gestion d'un parc, la gestion des licences, et cetera, non. Non, c'est pas du tout compliqué. Au contraire, c'est très simple. À chaque fois qu'on le présente et qu'on fait nos formations, on voit les yeux qui brillent. C'est très, très simple à mettre en place. En revanche, c'est lié l'outil en lui-même, encore une fois, est un orchestrateur et il s'appuie sur des connaissances de l'administrateur système et réseau. Ce n'est pas magique, c'est un outil uniquement à destination des admins. En revanche, il applique tellement de questionnements que c'est là où interviennent très souvent nos formateurs. Ça va être sur les questionnements qui sont pour la configuration de MS. Je vais vous donner un exemple, la gestion des profils. Est-ce que dans vos AD, dans nos AD, nous avons mis en place une gestion de profil, une gestion des rôles et privilèges basée par exemple sur le modèle de type Airbac et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour configurer MS? Là est la question. EMS va s'appuyer sur le modèle Airbac, va s'appuyer sur les profils qui auront été définis dans l'AD ou dans les AD. Mais est-ce qu'ils ont été définis correctement? Donc première question, et c'est là où notre apport et nos formateurs vont arriver pour aider nos clients à se poser les bonnes questions et faire les bonnes configurations. Autre exemple, on le sait très bien, les administrateurs système et réseau n'aiment pas faire du reporting. C'est compliqué, c'est embêtant, on n'aime pas. Yannick, voilà, il a compris de quoi je parle. L'outil a ce côté trivial qui fait que l'administrateur va pouvoir organiser ce reporting simplement avec différents niveaux d'information qui vont permettre de diriger ce reporting qui sur une DSI, qui sur un DAF, qui sur des équipes opérationnelles en interne. Voilà, donc l'outil est un orchestrateur. On parlait de WSUS pour ceux qui connaissent, ça ressemble à ça. On parlait de GLPI pour ceux qui connaissent, eh bien, il y a du GLPI à l'intérieur, les mêmes fonctionnalités. On parlait de Logmin, eh bien, il y a un système de contrôle à distance. On parlait de communication avec les utilisateurs, il y a un système de chat one-to-one dans l'outil permettant de se connecter aux utilisateurs. Voilà, tout ça, c'est dans l'orchestrateur. Maxime le disait, on va gérer les certificats SSL. C'est, excusez-moi l'expression, mais c'est galère à gérer un certificat SSL. Là, la gestion va être automatisée dans l'outil, et pour un admin, il va savoir le faire. En revanche, se poser encore une fois les bonnes questions et ma conclusion sera: l'outil n'est que l'aboutissement d'une réflexion sur une organisation. Très clair.
Je prendrai le mot de la fin, moi, en disant que si on veut en connaître encore plus, eh ben, il y a des démonstrations, des présentations très concrètes avec des cas d'usage qui sont facilement réalisables. On ne demande d'ailleurs pas mieux que de vous accueillir dans notre centre des usages à Paris pour découvrir cette solution en live. On peut aussi faire des démos à distance si besoin. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, sur le prix de cette solution, c'est très facile pour nos équipes de vous donner une estimation de chiffrage en quelques minutes. On s'arrêtera là. Je voulais remercier encore une fois Yannick de sa participation à ce webinaire. Maxime, Cédric, bien évidemment, merci à vous. Et puis, à très bientôt. Je rappelle que le replay de ce webinaire sera bientôt accessible. Au revoir, très bon vendredi. Au revoir, merci. Au revoir.